The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire Famille, aidants et prestations de soins, le point de vue d'une personne âgée LGBTQ. Alors tout d'abord, en titre de bienvenue, la Fédération internationale sur le vieillissement et ses partenaires SAGE et Égal Canada sont fiers de présenter le dernier webinaire d'une série sur les inégalités vécues par les personnes LGBTQ. La Fédération internationale sur le vieillissement, FIV, est un organisme non gouvernemental avec son siège social à Toronto, Canada. FIV entretient des relations officielles avec l'ONU et l'OMS et contribue à rassembler les spécialistes et l'expertise nécessaire afin d'influencer et de modeler les politiques pour obtenir un impact significatif sur la qualité de vie des personnes âgées. FIV tient à remercier le soutien financier d'Emploi et Développement social Canada, grâce à qui la série de 3 webinaires sur les personnes âgées LGBTQ a été rendue possible et dont nous vous présentons aujourd'hui le dernier de cette série. Ce 3e webinaire portera sur l'expérience des personnes âgées en lien avec la LGBTQ, en lien avec la famille, les proches aidants et la prestation de soins. Les personnes âgées LGBTQ étant plus à risque de vivre seules et d'être séparées de leur famille doivent la majorité du temps se tourner vers des amis ou connaissances pour l'entraide plutôt que leur famille. Les services sociaux ne considèrent pas habituellement la famille fictive, amis, connaissances ou voisins, dans les relations avec les patients âgés LGBTQ lorsque vient le temps de planifier la sortie de l'hôpital et la prise en charge pour les soins de longue durée. À titre de rappel, tout au long du présent webinaire, les participants seront en mesure de soumettre des questions via la plateforme GoToWebinar en les inscrivant sous forme de message texte. Une fois que les 2 panélistes auront terminé leur présentation respective, nous allons prendre les questions reçues pour alimenter la discussion à cet effet. Alors, dans l'ordre de présentation, une petite introduction, laquelle est déjà commencée. Le modérateur, moi-même, je vais pouvoir élaborer et mettre une mise en contexte. Et par la suite, on passera la parole à nos 2 panélistes que je vais aussi présenter dans très peu de temps. Et par la suite, on terminera avec questions et discussions. Alors, je me présente, Danny Prudhomme, directeur général du réseau FADOC, et je serai votre modérateur pour le webinaire aujourd'hui. Quant à nos 2 panélistes qui parleront après la mise en contexte, notre première panéliste, Lynn Chamberlain, sociologue de formation, Lynn Chamberlain dirige la chaire de recherche sur l'homophobie. Le rôle de cette chaire de recherche sur la diversité sexuelle et la pluralité des genres est d'accroître et de mobiliser les connaissances sur les minorités sexuelles et de genre en collaboration avec des partenaires institutionnels, associatifs et syndicaux. Lynn Chamberlain s'intéresse notamment à la discrimination envers les minorités sexuelles et de genre, aux mouvements sociaux autour de la diversité sexuelle et au vieillissement chez les personnes LGBT. Notre 2e panéliste aujourd'hui, Marie Beaulieu. Marie Beaulieu est professeure à l'École de travail social de l'Université de Sherbrooke et titulaire de la chaire de recherche sur la maltraitance envers les personnes aînées, financée par le gouvernement du Québec. Gérontologue sociale, son travail de pionnière des 30 dernières années, reconnu internationalement, a contribué à faire connaître le problème social de la maltraitance envers les aînés sur les plans des politiques publiques, de la défense des droits et des pratiques. Elle a participé à l'élaboration, l'implantation et l'évaluation de politiques publiques intersectorielles. En tant que membre du Conseil national des aînés, elle a mené des travaux sur l'isolement social des aînés, en particulier des aînés LGBTQ. Un petit peu de mise en contexte. Donc, le réseau FADOC, le plus grand organisme de personnes de 50 ans et plus au Canada, a signé la Charte de la bientraitance envers les personnes aînées, lesbiennes, gays, bisexuelles et trans en 2013. Le préambule de cette charte met en relief l'importance d'adhérer à ces valeurs sociétales. Les personnes aînées de minorités sexuelles peuvent présenter un niveau élevé de vulnérabilité. Celles et ceux qui œuvrent auprès des personnes aînées, lesbiennes, gays, bisexuelles et trans, ou les côtoient doivent contribuer à leur bientraitance. L'homophobie et la transphobie sont des formes de discrimination au sens de la Charte des droits et libertés des personnes du Québec
et de la Charte canadienne des droits et libertés. Il est essentiel de considérer que l'expérience du vieillissement ne se fait pas de la même manière pour tous. Le modèle de la famille nucléaire n'est pas universel. Les aidants ne sont pas nécessairement des membres de la famille. Le conjoint n'est pas nécessairement reconnu aux yeux de la loi ou des règles législatives. Les préjugés sont encore bien réels et plus proéminents au sein d'une certaine génération plus âgée. Quelques faits saillants peut-on tirer à partir de l'expérience LGBTQ, adapter la société pour qu'elle soit plus inclusive et ce, pour tous. Par exemple, la famille n'est pas nécessairement la source de soutien pour tous. Par exemple, valoriser le concept de bientraitance dans les milieux d'aînés en perte d'autonomie. Et dernièrement, la semaine dernière, une étude longitudinale canadienne sur le vieillissement, dont le rapport préliminaire a été déposé. Ce rapport sur les résultats de la collecte de données 2010-2015, quelques faits saillants sur le vieillissement chez les personnes lesbiennes, gays et bisexuelles ressortaient. Les participants LGBT étaient plus susceptibles de se sentir seuls, au moins une partie du temps, et les participants LGB sont des participants actifs dans leur collectivité, mais près de la moitié d'eux ont déclaré souhaiter participer à un plus grand nombre d'activités sociales, récréatives et de groupes. Sur ce, nous allons sans plus tarder passer la parole à nos panélistes en cascade en débutant par Lynn Chamberlain. Alors, bonjour tout le monde. Pour commencer, je dois préciser que ma présentation sera plus sur des études trop peu nombreuses portant sur les personnes aînées lesbiennes, gays, bisexuelles et trans, c'est-à-dire transsexuelles ou transgenres. Pendant la recherche actuelle, nous nous informons guère sur les aînés queer ou les aînés bispirituels ou two-spirit, qui seront donc absents de mon propos. Au Québec et au Canada, les normes juridiques, médicales et sociales relativement à l'orientation sexuelle se sont profondément transformées depuis une cinquantaine d'années. Selon les sondages, la majorité de personnes adhèrent maintenant au principe d'ouverture à la diversité sexuelle. Cependant, les changements juridiques relatifs à l'identité et l'expression de genre, donc touchant les personnes trans, sont beaucoup plus récents et les attitudes d'ouverture à leur égard sont beaucoup moins acquises. Je n'irai pas dans le détail parce que c'est une information accessible facilement, mais ce qu'il faut savoir, c'est que pour comprendre les réalités des personnes aînées LGBT, il faut prendre en compte leur parcours de vie et leur appartenance à un corps générationnel qui a passé la majeure partie de sa vie dans des contextes hostiles qui sont devenus progressivement tolérants et plus ou moins acceptants selon les divers milieux de vie de la personne. Ainsi, un homme ayant aujourd'hui 78 ans a tout probablement découvert et exploré ses attirances homosexuelles dans la vingtaine, à une époque où sa sexualité était criminalisée. Il approchait la quarantaine lorsque la discrimination sur la base de l'orientation sexuelle fut interdite au Québec. Et il a pu aspirer à se marier avec son amoureux, en même temps qu'il recevait son premier chèque de pension de vieillesse, soit à l'âge de 65 ans. Certaines études distinguent même deux générations d'aînés LGB. Celle ayant vécu sa vie de jeunes adultes et d'adultes dans un contexte conservateur sur le plan des valeurs morales et familiales, et qui est aujourd'hui d'un âge très avancé, 80 ans et plus. Et la génération des baby boomers, 60 à 80 ans, qui ont assisté et pour certains participé aux mouvements sociaux ayant remis en question les modèles conjugaux et familiaux traditionnels. Pour la plus ancienne génération, donc avant les années 70, il n'était même pas question de faire ou non son coming out, de se demander à qui le dire, comment le dire, puisque toute réaction à une sortie du placard ne pouvait être que dommageable. La sexualité était le plus souvent vécue dans le silence ou dans le non-dit. On ne la nommait pas. L'expression coming out n'existait pas. Pas étonnant que plusieurs aînés parmi les plus âgés, encore maintenant, ne dévoilent pas spontanément leur orientation sexuelle.
D'autres, surtout parmi les baby boomers, se sont saisis des nouvelles opportunités qui se présentaient à un moment ou l'autre de leur trajectoire pour affirmer leurs différences sexuelles et identitaires. Certains aînés de ces deux cohortes générationnelles, hommes et femmes, ne pouvaient concevoir la possibilité d'une vie autre que le mariage hétérosexuel. Ils se sont donc mariés et ont eu des enfants. Il faut faire attention pour ne pas interpréter la présence d'enfants ou de petits-enfants chez les aînés comme un indicateur de l'hétérosexualité d'une personne âgée. Dans tous les cas, il faut garder en tête que les parcours de vie des aînés sont très divers. Il faut se garder de toute généralisation et de toute présomption à cet égard et plutôt s'intéresser à leurs histoires de vie, généralement très captivantes. Comparativement aux familles hétérosexuelles, les aînés LGBT ont plus tendance à vivre seuls. Plusieurs n'ont pas eu d'enfants qui pourraient les soutenir au cours du vieillissement. En raison du contexte discriminatoire dans lequel ils et elles ont vécu une partie de leur vie adulte, plusieurs aînés, mais pas tous, n'ont pas voulu ou n'ont pas pu maintenir des liens étroits avec leur famille d'origine. Avec le vieillissement, les besoins de soutien social et de soins peuvent s'accroître. Plusieurs aînés comptent alors sur ce qu'on appelle une famille choisie. Alors, comme le racontait un homme gay, une famille est en rupture avec sa famille depuis que son père est mort. Il a décidé de ne plus les voir parce que les relations étaient trop pénibles. Donc, une fois âgé, il compte sur 12 personnes. Alors, qu'est-ce qu'une famille choisie? De qui est-elle composée? Elle peut être composée de partenaires amoureux, reconnus légalement ou non, d'ex-partenaires avec qui on a gardé des liens, d'amis intimes. Il s'agit le plus souvent d'amitiés fortes qui ont été maintenues et valorisées au cours de la vie. La famille choisie peut aussi comprendre un des membres de la famille d'origine avec lesquels les relations sont positives, ainsi que parfois des voisins voisins. En d'autres termes, les membres de la famille choisie d'un individu sont les personnes avec lesquelles un individu a développé des liens significatifs et durables sur une base élective et affinitaire, comme le décrit un aîné gay. On ne sait pas ce qui nous attend demain. Moi, je suis à Montréal, ma famille est à Québec. Mais j'ai toujours dit que j'ai une famille. C'est ça, une famille choisie dans mes amis à Montréal. J'ai beaucoup d'amis, je suis très proche d'eux. Et je fais beaucoup plus de compréhension de mes amis. Je me sens plus proche d'eux que de ma famille. Les caractéristiques principales des relations dans une famille choisie sont une histoire partagée. Il peut s'agir de souvenirs d'événements qui ont été vécus ensemble. Par exemple, des événements dramatiques comme le fait d'avoir été arrêté par la police ou la crainte de l'être, des rituels de sortie, de repas festifs, d'anniversaires, de fêtes traditionnelles qu'on célébrera avec des amis plutôt qu'avec la famille. Deuxièmement, le fait que ces relations sont basées sur la confiance et la solidarité plutôt qu'une obligation d'engagement envers l'autre, comme dans les normes familiales traditionnelles. Troisièmement, une grande disponibilité des uns envers les autres qui se manifeste entre autres par du soutien matériel, reconduire quelqu'un à l'aéroport, nourrir le chat en absence du maître. Donc, du soutien matériel et aussi et surtout du soutien émotionnel, de l'écoute, de l'expression d'empathie lors des moments dépressifs, par exemple, ou pour calmer les inquiétudes relatives à la santé ou en cas de deuil. Enfin, c'est également sur la famille choisie que l'on compte pour le prendre soin, voire l'accompagnement en fin de vie, comme en témoigne une lesbienne qui raconte que, bon, ma sœur est toujours présente, mais ce ne serait pas ma famille qui prendrait soin de moi, c'est mes amis. Comme je prends soin d'elles quand elles ne vont pas bien. On est une dizaine qui ne se laisserait jamais tomber, surtout pas quand on est malade. J'ai d'excellentes amies depuis au moins 40 ans, puis si ça a fait 40 ans, je ne vois pas pourquoi ça ne continuerait pas, à moins qu'elle meure. Lorsqu'elle est présente, la famille choisie est au cœur du réseau de soutien des aînés gays et lesbiennes selon plusieurs études. Cependant, nous n'avons pas de données empiriques assez robustes pour nous permettre de savoir combien d'aînés LGBT peuvent compter sur une telle famille. Tout comme la famille d'origine ou la famille que l'on crée, cette famille choisie peut elle aussi se fragiliser avec la maladie, la mort ou l'éloignement des personnes qui la composent. Chez les personnes trans, les situations familiales sont très diverses et la notion de famille choisie n'est pas toujours présente. En fait, les vécus diffèrent, entre autres, selon le moment de leur vie où ces personnes ont entamé leur affirmation identitaire, qui entraîne le plus souvent une rupture des anciens liens conjugaux et un éloignement des enfants. Lorsque les liens avec la famille d'origine sont maintenus,
ou que de nouveaux liens sont créés avec un conjoint, c'est souvent au prix de la négation de leur passé transsexuel. Cet effacement qui allait de soi à une certaine époque, ce n'est plus le cas maintenant, mais à l'époque, ça allait de soi. C'est même une obligation souvent de la part des médecins, des thérapeutes. Il y a une très forte pression là-dessus. Donc, cet effacement du passé transsexuel crée un sentiment d'isolement qui s'accentue avec le vieillissement, car il empêche le maintien de relations avec des pairs, de même que la participation à des activités communautaires. À cette solitude affective s'ajoute la difficulté d'accéder à des soins médicaux adéquats en l'absence de proches ou de réseaux de qui obtenir du soutien informationnel en matière de santé physique notamment. Pour aborder la question du soutien des aînés LGBT, nous devons prendre en compte l'ensemble du réseau de soutien, incluant la famille choisie lorsque celle-ci est présente, mais un réseau qui ne se réduit pas à celle-ci. Il faut aussi considérer le type de soutien, puisque diverses sources de soutien peuvent apporter différentes formes d'aide. La littérature scientifique distingue généralement 4 types de soutien. Le soutien émotionnel, qui se traduit par des manifestations d'empathie, de bienveillance, de valorisation de l'autre, des manifestations qui remplissent des besoins affectifs et favorisent l'estime de soi. Le soutien matériel, qui inclut différents types d'assistance pratique, moyens de transport, aide pratique pour faire des courses, appui financier, etc. Le soutien informationnel, qui consiste à donner et recevoir de l'information, des avis et des conseils. Enfin, l'accompagnement social, soit compagnonnage ou des activités permettant la socialisation qui contribuent à éviter ou à briser l'isolement. Le soutien social peut provenir de diverses sources autres que les relations familiales, que celles-ci soient basées sur les liens biologiques ou sur la famille choisie. Ainsi, des activités de socialisation s'adressant aux personnes LGBT permettent non seulement de contrer leur isolement, mais également de renforcer le sentiment d'être comprise, reconnue et acceptée sans faux semblant. Le fait de se sentir intégré à la communauté LGBTQ procure un sentiment accru de bien-être social et psychologique qui favorise la santé physique et mentale. Plusieurs aînés gays et lesbiennes déplorent toutefois le manque de lieux adaptés et l'insuffisance de l'offre d'activités. Plusieurs besoins de soutien peuvent être satisfaits sans que l'orientation sexuelle ne soit un enjeu. Pensons par exemple aux échanges de services entre voisins ou aux appels téléphoniques réguliers pour s'enquérir de l'humeur ou de l'état de santé de la personne. Cependant, la satisfaction des besoins émotionnels requiert la connaissance et la reconnaissance de l'identité personnelle et intime de la personne, de son vécu, passé et actuel. De même, l'organisation de l'assistance pratique en cas de maladie ou d'incapacité temporaire sera beaucoup plus efficace si l'on tient compte de la famille choisie. Entendons-nous bien, il ne s'agit pas de ghettoiser les aînés, ni de présumer que tous souhaitent vivre leur vieillesse entourés exclusivement de leur père. La très grande majorité ont une pluralité de points d'insertion dans la société et souhaitent maintenir cette situation. Le défi est plutôt de leur offrir des opportunités qui leur procurent le maximum de liberté de choix de leur cadre de vie, qu'il s'agisse du milieu résidentiel, des activités de loisirs et de socialisation, de l'accompagnement dans les services de santé ou pour le prendre soin. Je termine en soulignant la nécessité de reconnaître et d'inclure l'ensemble du réseau de soutien des personnes aînées LGBT, un réseau composé de partenaires, des membres de la famille choisie, d'intervenants des organismes communautaires, et cela si l'on veut offrir des services adéquats et mobiliser l'ensemble des ressources pour répondre aux besoins de ces aînés. Pour les milieux résidentiels pour aînés, les organismes qui leur offrent des services, je propose 3 pistes afin d'améliorer leurs services. Premièrement, développer les compétences culturelles de leur personnel en offrant une sensibilisation ou une formation plus ou moins approfondie selon le rôle de chacun, afin de mieux comprendre les parcours de vie, les réalités familiales diverses des aînés LGBT et mieux connaître les ressources communautaires LGBTQ. Deuxièmement, développer progressivement des stratégies d'ouverture à la diversité sexuelle, tout en tenant compte d'un ensemble d'exigences parfois partiellement contradictoires. Par exemple, il ne faut pas s'attendre à ce que les aînés fassent leur coming out comme ça de but en blanc. Il faut plutôt créer un climat d'ouverture, rendre visible cette ouverture et tendre la perche aux aînés qui voudraient bien se confier.
En même temps, tenir compte des réticences de plusieurs aînés LGBT à faire un coming out, respecter leur désir de discrétion et assurer leur protection dans un environnement où des réticences peuvent s'exprimer. Alors, cet ensemble d'exigences, on ne peut les prendre isolément, il faut tenir compte de tout ce contexte. Troisièmement, mettre en place des pratiques ciblant les aînés LGBTQ et leurs proches afin de favoriser leur participation sociale, comme des activités de visibilité dans les centres loisirs pour aînés ou des groupes de soutien de proches aidants dans le milieu médical. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Lynn, pour cette excellente présentation. Nous allons maintenant passer la parole à Marie pour la présentation, sa présentation, pardon. Oui. Alors, bonjour à tous. Ça sera pas très long. On va s'organiser pour être en partage d'écran. Est-ce que vous voyez mon écran? Alors, je présume que tout est beau. Alors, parfait. Alors, le titre de mon exposé, c'est « Promouvoir l'inclusion sociale pour contrer l'isolement et la maltraitance des aînés LGBTQ, un bref état de la situation et des pistes d'action ». Et vous allez voir que l'exposé tourne beaucoup autour de ce qu'est l'isolement, les liens que j'ai pu faire avec la maltraitance, et la perspective de l'inclusion sociale sera particulièrement traitée en conclusion. Alors, tel qu'il a été dit tout à l'heure, je suis titulaire d'une chaire de recherche sur la maltraitance des personnes aînées. Excusez-moi, j'ai de la difficulté à changer les diapos ici. Parfait. Je suis titulaire d'une chaire de recherche sur la maltraitance envers les personnes aînées qui est financée par le gouvernement du Québec. C'est donc une chaire qui est installée à l'Université de Sherbrooke et je travaille au Centre de recherche sur le vieillissement. Je tiens à remercier particulièrement le Conseil national des aînés. Je termine dans quelques semaines un deuxième mandat en titre de membre de ce conseil et une des grandes priorités des dernières années a été de se pencher sur l'isolement social des aînés et en particulier, j'ai eu le plaisir de mener des travaux plus spécifiques sur l'isolement des aînés LGBTQ dont je vais vous parler un peu plus tard. Et je remercie aussi le groupe de travail fédéral, provincial et territorial sur les personnes aînées qui a aussi mené des travaux importants visant à développer des trousses pour contrer l'isolement social. Et j'ai eu le plaisir de faire aussi des travaux avec eux sur les aînés LGBTQ, des travaux que je vous présenterai dans quelques secondes. En guise d'introduction, quelques éléments qui ont déjà été effleurés tout à l'heure. D'abord, un bref rappel pour dire qu'on sait qu'il y aurait environ 335 000 aînés LGBTQ au Canada, donc c'est quand même un chiffre qui est considérable. Pour les raisons de nos présentations ce matin, on vous parle d'une communauté LGBTQ, mais il faut quand même se rendre compte qu'il y a une hétérogénéité très forte dans cette communauté-là. On pourrait prendre chacune des lettres isolément et on verrait que la réalité lesbienne, la réalité gay, la réalité bisexuelle, les réalités trans sont vraiment toutes des réalités fort différentes. La décriminalisation, on l'a dit tout à l'heure, 1969, et la diapo que Lynn Chamberlain nous a montré tout à l'heure était fort importante pour comprendre ce que ça peut vouloir dire dans le parcours de vie d'aînés. Thème central de mon exposé ce matin, c'est l'isolement social, et c'est souvent défini comme étant la faible quantité et la faible qualité des interactions avec les autres, y compris le nombre de contacts et le sentiment d'appartenance, les relations satisfaisantes, l'engagement avec les autres et la qualité des membres du réseau. L'isolement social des personnes aînées, c'est une préoccupation de fond, telle que Denis Prudhomme le dit en début de présentation. La semaine dernière, on a eu des premiers résultats de l'étude longitudinale canadienne sur le vieillissement. Il y a un chapitre entier qui est consacré à la solitude, l'isolement social et l'engagement social, où on voit que la solitude est fortement associée au score de dépression et que les personnes qui se sentent seules sont moins susceptibles de se déclarer heureuses. C'est particulièrement préoccupant chez les 75 ans et plus, où on voyait 30,8% des femmes et 19,4% des hommes qui disaient vivre de la solitude au moins une partie du temps. Et si on combine ça à un diagnostic de dépression, ça montait à presque 43% des femmes et presque 34% des hommes de 75 ans et plus. Si on faisait un troisième croisement avec l'orientation sexuelle ou l'identité sexuelle, on aurait probablement, encore une fois, des scores un peu plus élevés. La maltraitance envers les aînés est un autre problème de fond.
à chaque aîné, on sait qu'un aîné sur 6 vit de la maltraitance. Et ça, c'est tiré d'une méta-analyse de Wang et ses collègues qui a été publiée en 2017, qui est fort importante parce que ce qui veut dire que chaque année, si 1 sur 6 vit de la maltraitance, elle pourrait ne pas en vivre pendant 2 ou 3 ans et en revivre encore. Ce qui veut dire que si on posait la question à quelqu'un si elle a vécu de la maltraitance depuis l'âge de 65 ans, en fait, on trouverait plus qu'une personne sur 6. Est-ce qu'on trouverait une personne sur 5, une personne sur 4? Je ne peux pas le dire, mais c'est quand même un phénomène important. Et on sait depuis plusieurs années qu'il y a une augmentation de la morbidité, donc plus de maladies, et une mortalité précoce chez les personnes aînées qui vivent de la maltraitance, que ce soit de la violence ou de la négligence. Les récents travaux mettent plus l'accent sur l'environnement social que sur les caractéristiques de la personne aînée pour expliquer ou prédire la maltraitance. Ce qui veut dire que c'est moins des questions de vulnérabilité de l'aîné qui sont importantes, mais aussi toute la question de l'interaction avec autrui et en fait la qualité de l'environnement. Et finalement, rappelons-nous que la maltraitance est à la fois traitée comme un problème social, un problème de santé publique, un problème de reconnaissance de droits. Et ces dernières années, il y a des travaux qui visent à l'ONU à se positionner, à savoir si on a besoin ou pas d'une charte spécifique des droits des personnes aînées ou à savoir si les droits des aînés sont déjà bien protégés dans les autres chartes. Pour les besoins de mon exposé de ce matin, toute forme de discrimination, pour moi, sera traitée comme de la maltraitance. Évidemment, la maltraitance, c'est plus large que ça, mais je ne pouvais pas aller à fond. Donc, je vais, entre autres, m'intéresser à des questions d'agisme, d'homophobie, de sexisme, auxquelles vont s'ajouter aussi des questions de racisme et le capacitisme, qui est un nouveau isme, c'est-à-dire la façon dont on a de juger les gens sur leur capacité. Et c'est fort important parce qu'il y a énormément de discrimination juste à regarder quelqu'un en le pensant en perte d'autonomie, donc en pensant que cette personne-là n'a pas des capacités. C'est une nouvelle forme de discrimination qui est reconnue. Alors, l'isolement social des personnes aînées LGBTQ, problèmes et solutions, 2 documents de référence. Un premier qui a été publié par le Conseil national des aînés l'année dernière, qui se nomme « Qui est à risque et que peut-on faire à cet égard ?» Une revue de littérature sur l'isolement social de différents groupes d'aînés. Dans ce rapport-là, il y avait 9 populations qui ont été regardées de façon plus spécifique concernant leur risque d'isolement social et j'ai eu le plaisir de rédiger la section sur les aînés LGBTQ. Il y a aussi un autre document qui paraîtra sous peu, qui porte sur un regard spécifique sur l'isolement, sur la communauté LGBTQ au Canada, dans une série de rapports sur l'isolement social des aînés. Et ça, c'est dans le fond un supplément à des différentes trousses sur l'isolement social des aînés. Pour ne pas alourdir mes diapos, j'ai référé uniquement aux 2 documents maîtres, mais dans ces documents-là, il y a aussi une série de références. Donc, le problème, il y a une conséquence d'expériences traumatiques antérieures et de discrimination encore présentes dans la communauté LGBTQ. Et quand on parle de discrimination qui sont encore présentes, on pense au fait d'avoir une orientation sexuelle qui est différente de celle de la majorité. On pense au vieillissement. On pense au fait d'être une femme. On pense aussi au fait d'avoir contracté le VIH ou le SIDA ou le fait d'être identifié à une sous-culture. On se rend compte que tout ça peut vraiment compliquer l'accès aux services et un mauvais accès aux services, ça a des effets directs sur la santé. En fait, un réseau social faible auquel s'ajoute une reconnaissance sociale difficile pour certaines personnes LGBT à craindre le moment où elles perdront leur autonomie. Dans les facteurs de risque qui sont connus par rapport à l'isolement social des aînés LGBTQ, il y a des facteurs individuels, on en trouve 4. Le fait de ne pas être engagé dans une relation de couple, qui serait le cas de près de 50% des aînés LGBTQ, le fait de vivre seul, le fait de vivre la solitude, ou le fait de ne pas avoir d'enfants ou encore avoir moins d'enfants que les aînés hétérosexuels. Les facteurs interactionnels et environnementaux ou sociaux, la liste, comme vous le voyez, est beaucoup plus longue. Et je me permets de faire le lien avec ce que je vous disais tout à l'heure en termes de prédiction de la maltraitance. On se rend compte que c'est souvent sur l'environnement qu'il faut porter notre regard. Ce qui est frappant dans ces 16 éléments-là qui sont sortis de la recension des écrits, c'est qu'il y en a déjà 4 qui traitent directement de discrimination, soit la peur de la discrimination, une discrimination passée ou actuelle,
une stigmatisation multiple associée à la discrimination en raison de l'âge, du sexe et de la communauté ethnoculturelle, ainsi que de la discrimination dans la recherche d'un domicile. Par chance, il n'y a pas que des facteurs de risque, il y a aussi des facteurs de protection. Du côté individuel, les facteurs de protection, c'est l'acceptation de l'orientation sexuelle et de l'identité de genre, le développement de stratégies d'adaptation, et aussi on trouve beaucoup de résilience parmi les membres des communautés LGBTQ qui souvent ont passé à travers plusieurs épreuves à travers leur vie et qui ont gagné en développement personnel et psychosocial. Du côté de la protection qui peut nous venir dans les interactions avec l'environnement et la société, on pense au fait de sentir appartenir à une communauté, de l'engagement militant, avoir un réseau de soutien social, donc la famille choisit les amis, particulièrement si celui-ci permet à la personne de discuter ouvertement des enjeux en lien avec son orientation sexuelle ou son identité de genre, et ça c'est encore plus fort chez les aînés trans. Et le dernier point, en termes d'interaction avec l'environnement et la société, c'est l'offre de services adaptés, comme des organismes LGBT ou des organismes qui ne sont pas présentés comme étant hétéronormatifs. L'isolement social a de grandes conséquences. Une étude de 2011 nous dit que 53% des aînés LGBT se sentent isolés. Et dans les conséquences, on se rend compte qu'on a plus documenté les conséquences de la solitude que celles de l'isolement social en tant que tel. La solitude peut être associée entre autres à l'abus d'alcool ou de drogue, à des comportements antisociaux, à la diminution de la capacité à prendre des décisions, à divers problèmes de santé mentale comme l'anxiété et la dépression, à divers problèmes de santé physique, tels la perte ou le gain de poids, une mauvaise nutrition, des maladies cardiovasculaires, des accidents vasculaires cérébraux, à une augmentation du stress, à des troubles cognitifs et de la démence, à la perte de mémoire et de la capacité d'apprentissage et, ultimement, tristement, au suicide. Dans la trousse qui sera publiée sous peu par le groupe fédéral, provincial et territorial sur les personnes aînées, il y a des solutions qui sont proposées. En fait, on a fait un inventaire de différentes initiatives au Canada qui nous permettent de travailler pour contrer l'isolement social des aînés. On a identifié 4 grandes familles de stratégies. Il y a d'abord des initiatives globales de sensibilisation sur les réalités des aînés LGBTQ. Donc ici, quand on parle d'une initiative globale, on pense à rejoindre la population en général. Dans les organismes pour aînés, on voit qu'un certain nombre d'organismes ont des initiatives spécifiques LGBTQ. De la même façon, dans des organismes LGBTQ, on commence à voir aussi des initiatives où on se penche sur les aînés. Et finalement, il y a des initiatives de sensibilisation sur les réalités des aînés dans les milieux LGBTQ de façon plus globale. Donc, à chacune de ces stratégies-là, comme je vous disais, on peut voir un certain nombre d'actions importantes. En termes de conclusion, cet exposé qui se veut rapide, mais qui vise à vraiment positionner les enjeux pour mieux avoir un dialogue par la suite, dans le fond, je pense que vous avez compris qu'en plus de lutter, il faut promouvoir. D'où le titre de mon exposé tout à l'heure qui était vraiment promouvoir l'inclusion sociale. Donc, si je fais le parallèle avec le champ qui est le mien depuis une trentaine d'années, on est maintenant passé non seulement d'une lutte contre la maltraitance, mais bien une promotion de la bientraitance. Et promouvoir la bientraitance, ça se veut beaucoup plus large que lutter contre la maltraitance. On pense entre autres à non seulement considérer la personne âgée comme partenaire, étudier ses besoins, de vraiment avoir un dialogue avec elle, mais on pense aussi dans des milieux d'hébergement, une bientraitance qui fait en sorte que c'est pas juste la bientraitance des aînés, c'est la bientraitance des familles, c'est la bientraitance des employés et c'est finalement des changements de culture. Je vous dirais que c'est la même chose vers laquelle on s'en va concernant l'isolement social. On veut contrer l'isolement social, mais pour s'y arriver, il faut avoir des activités qui se veulent beaucoup plus inclusives et d'avoir un message beaucoup plus positif. On a une responsabilité comme société, c'est d'aller vers les aînés LGBTQ et de ne pas attendre uniquement qu'ils viennent vers les services.
Et je pense qu'une des pistes qui est importante, dans lesquelles plusieurs commencent à s'inscrire maintenant, c'est une inspiration, entre autres, du modèle écossais en santé services sociaux, ce qu'on appelle les approches du patient partenaire. Donc, on pourrait penser ici aux aînés LGBTQ comme partenaires d'un plan de service, partenaires d'un plan de soins qui les concerne, et évidemment, on pense à leurs proches. Donc, dans cette approche du partenariat, on entend leurs besoins, leurs attentes, mais surtout, ils ont un rôle actif. C'est toute la différence d'une approche qui est pour les aînés versus une approche qui est par les aînés. Alors, quelques références qui ont servi à ce PowerPoint, et je termine en vous remerciant et en vous invitant, si vous le voulez, à aller visiter le site Internet de la chaire de recherche sur la maltraitance envers les aînés, sur lequel on met beaucoup de matériel en accès libre en français et en anglais. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Marie, pour cette présentation très intéressante. Nous allons maintenant passer à la période de questions pour animer la discussion. Et on a effectivement une première question qui est la suivante. Comment pouvons-nous réduire l'isolement social des personnes âgées LGBTQ qui vivent dans les zones rurales et qui, de surcroît, ont connu ou connaissent un accès réduit à des options de prise en charge sociale? Donc, la parole est à vous, mesdames les panélistes. Écoutez, la littérature, si je me permets, Lynn, je vais y aller en premier. La littérature dit clairement que, sans surprise, il est beaucoup plus facile de trouver actuellement des initiatives visant à rejoindre les aînés LGBTQ en milieu urbain qu'en milieu rural, et on peut comprendre que plusieurs aient choisi de vivre en milieu urbain s'ils voulaient vivre une vie un peu plus ouvertement par le passé. Ceci étant dit, on commence à voir quelques initiatives en milieu rural, initiatives entre autres qu'on a répertoriées dans le rapport qui sortira sous peu. Et ce qu'on se rend compte, c'est effectivement des communautés qui sont beaucoup plus sensibilisées. Et par moments, c'est le simple fait de commencer à sensibiliser différents types de services à être beaucoup plus inclusifs. Alors, de manifester par un petit signe que les aînés LGBTQ sont les bienvenus, d'arrêter, de sensibiliser les intervenants, d'arrêter de présumer d'emblée que tout le monde est hétérosexuel. Donc, il y a différentes stratégies comme ça qui peuvent être prises. Merci, Marie. Lynn, est-ce que vous aviez quelque chose à ajouter là-dessus? Oui, effectivement, c'est une situation qui est particulière, surtout avec le territoire, je dirais au Québec, mais partout au Canada où les distances sont très grandes. Donc, quand on est dans des régions près des grands centres, près de Québec, près de Montréal, et tant qu'il y a une certaine mobilité physique, souvent les aînés vont se déplacer. Mais d'une part, avec le vieillissement, cette mobilité diminue. D'autre part, dans les régions plus éloignées, c'est vrai que c'est très difficile. Cependant, on voit notamment au Saguenay-Lac-Saint-Jean, le groupe LGBT, en Gaspésie également, il y a des groupes régionaux de plus en plus. Et les groupes en région sont très souvent effectivement en contact avec le milieu de la santé et des services sociaux et à travers ces contacts, essaient de faire une sensibilisation. Et également, les groupes en région sont souvent plus inclusifs en eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils sont trop peu nombreux pour se dissocier ou se diviser en groupes qui s'intéressent aux jeunes, aux adultes, aux aînés, à divers enjeux. Donc, souvent, ce sont des groupes plus généralistes et qui incluent des aînés. Je pense que oui, c'est important de sensibiliser le milieu de la santé et des services sociaux, mais aussi d'autres lieux d'accueil. Je pense en Gaspésie, par exemple, il y avait un restaurant qui affichait son ouverture à la diversité. Je pense que ça aussi, c'est important parce que ça rassure des personnes qui, sans faire de coming out, vont sentir que dans tel milieu, ils sont bienvenus. On ne les narguera pas. Elles seront bien accueillies. Alors, toute la question de rendre visibles les signes d'ouverture, à mon avis, est fondamentale. Et même si des aînés ne s'extériorisent pas, il faut voir l'effet rassurant de ces signes d'ouverture. C'est tout. Parfait, merci beaucoup.
Ça fait une deuxième question et que je dirais, en fait, je vais en jumeler deux qui semblent fort intéressantes. Dans un premier temps, qu'avez-vous remarqué qui fonctionne bien pour améliorer le bien-être des personnes LGBTQ? Et dans un deuxième volet de cette question-là, comment une organisation peut-elle s'assurer, en fait, que la formation convient aux personnes âgées LGBTQ lorsqu'on travaille auprès d'eux? Okay. Écoutez, des exemples qui fonctionnent bien, c'est Marie qui parle, on en a relevé un certain nombre dans le rapport apparaître. Je peux pas vous faire la liste, là, mais on en a relevé une quinzaine à travers le Canada. Donc, peut-être que je pourrais vous donner un exemple en particulier qui vient celui-là de Montréal, qui vient de la Fondation Émergence, où il y a un travail de fond qui se fait depuis plusieurs années. Ça a commencé par, entre autres, l'adoption d'une charte de la bientraitance des aînés LGBTQ et d'amener un certain nombre d'organismes à adhérer à la charte. Donc, quand on signe pour adhérer à une charte, il faut en lire chacun des éléments et ça amène à un positionnement, non pas juste individuel, mais un positionnement d'organisme. On s'est rendu compte aussi que dans leur programme Pour que vieillir soit gai, il y a tout un matériel de sensibilisation qui est intéressant et qui rejoint différentes cibles que je vous ai nommées tout à l'heure. Donc, oui, ça part. La Fondation Émergence est un organisme LGBTQ, donc ça part d'un organisme LGBTQ, mais il y a une sensibilisation, une réflexion qui vise à aller vers différents milieux pour aller faire des présentations, pour aller justement faire des formations qui peuvent justement convenir. Donc, moi aussi, je jumelle la réponse aux deux questions. Et avec, par moment, des difficultés, on ne se le cachera pas, de la part des porteurs de ce projet-là, de pouvoir rentrer dans certains milieux. Alors, oui, on est peut-être prêt à faire la publicité de leur matériel, mais est-ce qu'on est nécessairement prêt à les inviter pour entendre ce qu'ils ont à dire? Donc, il y a tout un travail à faire pour, entre guillemets, s'imposer, aller vers les milieux, réussir à se faire inviter pour porter un message qui est toujours un message de dialogue. Ce qu'on se rend compte qui fonctionne bien, de plus en plus, c'est non seulement des sensibilisations dans lesquelles il y a de l'information, donc on brise des mythes, donc on travaille sur un certain rationnel, mais je pense qu'il faut être aussi capable de travailler sur un relationnel. Donc, les formations dans lesquelles il y a une possibilité d'échange, il y a toute une réflexion. Et je terminerai rapidement par un exemple qui m'a été donné dernièrement ici en Estrie, à Sherbrooke, où une résidence privée pour aînés a accueilli pour la première fois un couple d'hommes et le travail qui s'est fait de la part de la direction pour justement bien présenter ces gens-là et d'être capable de les présenter clairement comme un couple, mais aussi comme deux individus qui s'intégraient à un nouveau milieu. Et à ce moment-là, la résidence nous a donc contactés ici à la chaire et on a eu tout un dialogue. Je trouvais qu'ils avaient, eux, des initiatives très, très intéressantes. Donc, on ne cache pas, on ne nie pas, évidemment, quand les gens sont prêts à le faire. Donc, ici, il y avait un respect des aînés qui souhaitaient être reconnus comme tels et on s'est rendu compte que ça a eu une approche positive parce que ça fait taire un certain nombre de commentaires ou de rédactions qui pourraient être plus stigmatisantes. Lynn Chambérin, j'ai peu de choses à ajouter, sinon que les activités de formation ou de sensibilisation doivent varier selon notre objectif et selon les personnes auxquelles on s'adresse. Je pense effectivement, par exemple, que dans un milieu résidentiel ou dans des centres pour aînés qui veulent devenir plus ouverts aux personnes aînées LGBTQ, des activités de type témoignage qui, par exemple, selon le modèle des gris, sont très intéressantes parce qu'elles vont davantage toucher le cœur, elles vont davantage présenter une personne et montrer que je veux dire qu'on a des expériences communes, qu'on soit aîné, en tant qu'aîné, en tant que parfois parents, grands-parents, on a des expériences communes. Donc, les témoignages sont beaucoup utilisés au Québec pour faire de la sensibilisation dans les écoles et dans divers milieux. Ils commencent à s'en faire pour ce qui est des aînés. Donc, des personnes aînées LGBT vont aller parler de leur vécu, de leurs expériences avec des personnes hétérosexuelles ou enfin de diverses orientations sexuelles. Alors, je pense que cette formule-là est très bonne. Par contre, pour les intervenants,
il faut parfois aller plus loin, faire comprendre aussi des choses. Et je reviens à la famille choisie, si on constate, comme on le fait maintenant, que les réseaux de soutien des personnes sont très diversifiés. Alors, à ce moment-là, il ne faut pas juste poser la question, avez-vous un copain, une copine, des enfants? Il faut poser des questions vraiment de façon très ouverte pour que la personne se sente à l'aise de parler de tout son entourage. Alors là, il faut davantage comprendre, voir l'implication que ça a en termes d'intervention. Alors, moi, mon message, c'est vraiment penser les activités en fonction des différents publics. Des fois, ça peut aussi être très court, hein? Ou commencer par des petites choses et y aller progressivement selon les réactions du milieu. Donc voilà, c'est à peu près ce que j'avais à dire. Merci beaucoup. Alors, je passerai à une autre question. Dans un premier temps, les gens demandent, quelques-uns, au niveau de la recherche. Si on regarde, si on voulait continuer au niveau de la recherche, quelles seraient les prochaines étapes et quelles seraient les priorités si on voulait pousser plus loin au niveau de ce sujet-là? Lynn, je te laisse répondre parce que je pense qu'avec la chaire sur l'homophobie, tu as sûrement plusieurs pistes. Je pense que les besoins de recherche sont très nombreux et là, heureusement, avec cette étude longitudinale, on espère avoir quelques données. Il faut savoir que dans beaucoup d'études, d'enquêtes quantitatives sur la santé, jusqu'à récemment, on ne s'enquirait plus de l'orientation sexuelle de la personne après 60 ans. Par exemple, dans les études sur la santé dans les collectivités canadiennes, la question sur l'orientation sexuelle n'est plus posée à une personne qui avait 60 ans et plus. Donc, on a très peu de données de type enquête populationnelle pour la population aînée LGBTQ de 60 ans et plus. Ça, c'est vraiment un besoin parce qu'on a très peu de données empiriques qui portent sur une large échelle. Il y a beaucoup de petites études, souvent qualitatives, auprès de petits échantillons, mais peu de données avec une qui nous permet de généraliser davantage. L'autre besoin, je viens de dire LGBTQ, mais justement, il faut désagréger. Donc, il faut des études qui tiennent compte d'une part des expériences particulières des lesbiennes qui sont aussi des femmes. Donc, par exemple, au long de leur vie, elles n'ont pas eu le même niveau de salaire, elles ont eu des discriminations en tant que femmes. Parfois, elles ont été aussi accaparées par la famille. Donc, leur situation économique, par exemple, en moyenne, va différer de celle des hommes. Donc, il faut vraiment désagréger le LGB et le T, en général, il y a très, très, très peu de recherche. Et je pense qu'il y a besoin de recherche médicale dans ce cas-là pour mieux connaître leurs besoins médicaux. Et deuxièmement, il y a aussi, en fait, il y a des besoins de recherche à tous les niveaux. Il y a des personnes qui font une affirmation identitaire à différentes périodes de leur vie. Donc, il y a des personnes de 50 ou 60 ans qui font une affirmation identitaire. Donc, parmi les personnes trans aînées, on a vraiment des expériences aussi très diverses. Il y en a qui ont fait une transition, une affirmation identitaire il y a quelques décennies. Pour d'autres, c'est très récent. Alors, les enjeux sont différents à ce moment-là. Et il y a une crainte énorme de se retrouver dans un milieu hospitalier, dans un CHSLD, dans un centre de soins de longue durée, parce que à cause des soins sur le corps, on peut taire son orientation sexuelle, mais on ne peut à peu près pas taire si on a fait, par exemple, si on a eu recours à des transformations chirurgicales, et si on le fait, ben c'est au prix des soins nécessaires lors du vieillissement. Donc, voici quelques-uns des enjeux. Je rajouterais aussi les enjeux intersectionnels, c'est-à-dire que je parlais du revenu tantôt. Bon, ce revenu-là dépend aussi des classes sociales, de la question de la racisation qui peut s'ajouter à ça ou de l'origine ethnoculturelle, des parcours. Il y a eu des immigrants gays et lesbiennes ou des réfugiés qui sont arrivés au pays dans les années dès que le Canada a ouvert. Ces cohortes-là vont vieillir. Souvent, ce sont des adultes seuls qui sont venus. Donc, comment vont-ils vieillir? Enfin, je pense que c'est d'explorer beaucoup l'hétérogénéité à l'intérieur de cette population-là.
Merci Je me beaucoup. permettrais peut-être de rajouter en termes de lien entre vraiment discrimination, homophobie et maltraitance aînée. Ce qu'on se rend compte, c'est que sur maltraitance aînée, souvent les paroles qui ont été peu données aux aînés sur l'expérience vécue. Donc, on a des enquêtes qui sont plus quantitatives, mais quand vient le temps d'avoir du qualitatif, on a souvent fait des études sur la maltraitance à travers des propos d'intervenants, des propos de proches, et la parole aux aînés en tant que telle sur comment ils ont vécu la maltraitance, comment ils ont vécu les situations dans lesquelles ils ont reçu ou pas des services suite à une demande d'aide clairement formulée ou non, on l'a très peu. Alors, ça serait fort intéressant de penser à un projet de recherche qui serait plus spécifique, qui donnerait la parole à des aînés LGBTQ qui auraient vécu des situations de maltraitance pour nous parler de ça dans une perspective d'un parcours de vie, mais aussi la demande d'aide qu'ils ont pu formuler ou pas et le genre de réponse qu'ils ont reçu et s'ils ont, encore une fois ou pas, vécu de la discrimination à travers cette réponse-là. Donc ça pourrait faire un projet de recherche assez réaliste à partir du moment où on peut avoir un dialogue avec des aînés qui ont des choses à nous dire sur l'expérience vécue. Merci, Marie. Peut-être une dernière petite question en réponse très courte et rapide. C'est peut-être beaucoup ce que je demande, mais justement, vous avez abordé dans certains cas au niveau des gens lorsqu'ils ont des services et des soins à recevoir. Qu'en est-il en fait de la formation auprès du personnel médical et des proches aidants en ce qui a trait à l'approche envers les personnes LGBTQ et aussi en ce qui a trait aux soins palliatifs en fait? Lynn Chamberlain, à ma connaissance, on sait relativement peu de choses sur la formation du personnel médical, c'est-à-dire qu'on peut savoir qu'il y a des initiatives qui se prennent dans telle université ou dans telle forme de cours. Je sais qu'il y a des enseignants qui forment des préposés aux soins pour les centres de soins à longue durée, les CHSLD, et qui font venir à l'occasion des personnes pour former leurs étudiants et donc le futur personnel aux besoins des personnes LGBTQ. Mais on n'a pas de portrait global et dans tous les cas, ce sont des initiatives, je dirais, qui découlent qui viennent des enseignants, mais il n'y a pas de programme systémique et ça serait extrêmement important que ça devienne généralisé et que ça ne repose plus sur telle ou telle personne qui prend cette initiative, ce qui est très bien, mais ce n'est pas suffisant. Donc, il faudrait sans doute viser d'autres professionnels ou les responsables des formations pour intégrer ça dans la formation. À ma connaissance, les soins palliatifs, là aussi, il n'y a pas de portrait général. Cela dit, il y a eu par une amie, pas une amie très proche, mais une amie, j'ai pu voir une expérience, enfin une situation où des soins palliatifs ont été toute l'équipe et toute la famille choisie a été reconnue et tout le monde a été mis à contribution dans ces derniers moments de vie et c'était assez merveilleux de voir ça. Donc, ce que je veux dire, c'est que toutes les expériences ne sont pas négatives, mais justement, on n'a pas ce portrait. Dernière chose aussi, c'est que ce qui est important, à mon avis, c'est de se rendre compte qu'on a parfois la réaction, dans le milieu de la santé et des services sociaux, on a souvent des intervenants qui nous disent « Mais non, moi, je suis ouvert d'esprit, il n'y a pas besoin de formation. » Et moi, je suis ouvert d'esprit, je traite tout le monde égal. Mais pour arriver à l'équité, il ne suffit pas de traiter tout le monde également, il faut traiter tout le monde équitablement, c'est-à-dire réaliser les conditions de l'équité. Alors ça, c'est important de comprendre ça et d'offrir cette formation-là. Parfait, merci. Marie, quelque chose à ajouter ou? Oh, je suis tout à fait d'accord avec ce que Lynn a dit. Moi non plus, à ma connaissance, il n'y a pas de programmes qui sont systématisés, mais je vous dirais de la même façon, la lutte contre la maltraitance envers les aînés, il n'y a pas toujours de programme systématisé non plus. Donc, on est encore beaucoup dans différentes initiatives. Il nous reste encore beaucoup de chemin à faire
pour arriver à avoir des intervenants auprès des aînés qui comprennent les différents problèmes sociaux qu'ils peuvent vivre, puis aussi les particularités de chacun des différents sous-groupes, y compris les sous-groupes LGBTQ. Et à l'intérieur de ça, en fait, le sous-groupe L, le sous-groupe G, le sous-groupe B et le sous-groupe Q. Donc, encore, je pense, beaucoup d'initiatives qui devraient être mises de l'avant pour être plus partagées. Parfait, merci. Alors, c'était notre dernière question du webinaire. Donc, je tiens à remercier nos deux panélistes ainsi que tous les participants qui ont contribué à rendre le webinaire des plus intéressants. Le webinaire, à titre de rappel, a été enregistré et sera mis sur le web de la Fédération internationale du vieillissement. De plus, le lien sera aussi acheminé à tous les participants pour permettre le partage dans vos réseaux respectifs, le cas échéant. Nous vous invitons aussi à suivre la Fédération internationale du vieillissement pour recevoir l'information sur les prochains webinaires qui devraient avoir lieu vers la fin juin. Si vous avez des questions ou pour connaître les autres initiatives de la Fédération à ce sujet, n'hésitez pas à communiquer avec Anna Girdler, dont le courriel apparaît à l'écran. Merci à tous et bonne journée. Bonne journée.